Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir Ravi à de vous tous. retrouver donc pour ce nouveau numéro exceptionnellement, je recommence, exceptionnellement on se retrouve un lundi puisqu'effectivement vendredi soir il n'y a pas eu de live, donc cette semaine nous en aurons 3 émissions dans la semaine, mais nous commençons cette semaine avec un invité exceptionnel puisqu'il s'agit, ma chère Sonia, de Nicolas Payan qui va venir nous présenter son livre Par-delà le monde, je t'aimerai. Voilà, on le voit, un livre qui a déjà conquis plus de 6000 lecteurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Une belle histoire d'amour et qui mêle quand même un petit peu de suspense parce qu'on ne sait pas si les amoureux se retrouvent et voilà quoi. Donc, un bon moment de lecture, tout en douceur. Eh ben, tout en douceur. Bah, nous t'écouterons dans Ouais. quelques instants. Bien évidemment, nous aurons l'extrait de Marie. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à mettre des écouteurs si vous en avez, puisque parfois, elle met des musiques, elle y met des petits bruitages. Donc, c'est toujours intéressant et on les entend mieux avec les écouteurs. Donc, vraiment, merci encore une fois à Marie pour ce travail. Nous aurons la question de l'invité. Donc, ça, nous verrons dans quelques instants qui sera la prochaine invitée pour Nicolas. Et nous aurons le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nicolas? Nicolas, c'est pas qu'un sourire, comme on voit sur sa photo. C'est aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et une petite touche de développement personnel aussi dans ses personnages. Il a une façon de les décrire et d'aller décortiquer leur personnalité qui est vraiment touchante. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il met de lui dans ses personnages. Tu as hâte, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, j'ai hâte. Merci à toi, effectivement. Donc, bien évidemment, je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et vendredi soir à 19h30. Vous flashez ce QR code et vous avez les émissions en direct. Et je vous propose tout de suite de recevoir Nicolas Payan. Bonsoir, Nicolas. Eh ben, bonsoir Florian, merci beaucoup de me recevoir dans ton émission. Bonsoir à Eh ben, toutes et merci. à tous. Eh bien, écoute, ravi de te recevoir. On l'a dit pour parler donc de ce livre, Par-delà le monde, je t'aimerai. Déjà plus de 6000 lecteurs conquis. Tu vas nous en parler dans quelques instants. On va avoir l'occasion aussi de parler de l'ensemble de ton univers livreste. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Nicolas Payan? Ouais, ben, bien sûr. Euh, eh bien donc voilà, moi je suis Nicolas. À l'origine, en fait, je suis graphiste, mais l'écriture c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie en fait. J'ai commencé à écrire assez petit des histoires, puis j'ai continué avec des nouvelles quand j'étais ado puis étudiant. J'ai réalisé d'ailleurs un court-métrage à partir d'une de mes nouvelles. Et voilà, et puis c'est à l'âge de 40 ans que j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller encore plus loin et l'envie, vraiment l'envie pressante de coucher sur le papier tout un tas d'idées, de notions que j'avais envie de partager, de messages que j'avais envie de partager. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le milieu littéraire. C'est vraiment une passion en fait. C'est quelque chose qui m'habite au quotidien et, euh, et c'est vraiment un besoin que je ressens profond. Je me sens vraiment aligné en fait quand j'écris. Je me sens vraiment à ma place et voilà, c'est un moyen, comme l'a dit Séraphine en préambule, de partager un peu ce qu'on appelle cette commune humanité en fait qui nous relie tous, donc tout ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments. Et voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'habite et que j'ai à cœur de partager. Donc voilà, donc comme tu l'as bien dit, Par-delà le monde, je t'aimerai, c'est mon premier roman qui a vraiment très bien marché. En fait, j'ai utilisé la plateforme d'autopublication d'Amazon pour le mettre en ligne, en fait, pour le publier. Il a rencontré un succès assez sympathique depuis. Donc, ça fait maintenant, je l'ai publié donc en mi-2023. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. Là, on est presque même, je dirais, je suis plutôt vers les 7000 lecteurs et lectrices. Et en fait, ce qui est vraiment extraordinaire dans cette aventure, c'est surtout le contact que ça m'a apporté avec les gens qui lisent le livre et qui l'apprécient et pour qui ça résonne en fait. Ouais.
D'accord. Bah, il y a déjà un Voilà. premier commentaire de Laurent Alain, hein, que tu connais, qui nous dit effectivement quel voyage éblouissant ce livre. Donc on va avoir Ah l'occasion là d'en là, parler dans un instant. ok. Voilà, Papy Lolo pour les intimes. Ouais, bah ça me touche particulièrement venant de lui, hein, parce que je sais que c'est un lecteur assidu et voilà, qui a pas sa langue dans sa poche, donc c'est un On le voit, compliment voilà, qui me va droit au cœur. eh ben, écoute, merci à toi en tout cas. Donc, on va avoir l'occasion de parler de ce livre. Mais avant toute chose, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton univers Livresque dans son ensemble, puisqu'on le préparait tout à l'heure en coulisses dans cette émission. Tu as aussi écrit un livre jeunesse qu'on voit à Ouais, l'écran, donc Jack's River, pompier des étoiles. Est-ce que tu peux nous en parler? ouais, carrément. Ben, en fait, moi, je suis l'heureux papa d'un garçon qui a maintenant 14 ans, qui est un ado. Et vraiment, la parentalité, enfin le fait d'être papa, c'est un rôle dans lequel je me suis vraiment éclaté depuis toujours. Et donc, mon fils, bah, depuis tout petit, je crois, il avait 18 mois, je lui lisais une histoire chaque soir. Je lui lisais une histoire tous les soirs. Euh, et en fait, bah, il y a des fois où j'étais à court de livres, donc j'inventais des histoires. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'il me disait souvent, tu peux me raconter une histoire, mais pas avec un livre, je veux que tu me racontes une histoire avec ta bouche. Donc, donc voilà, je me suis mis à inventer des histoires, des personnages pour lui. Et on a développé tous les deux des petits univers, des délires. Et en fait, à un moment donné, c'est devenu évident qu'il fallait coucher ça sur le papier. Donc, on a écrit l'histoire ensemble et puis j'ai fait les dessins. Et donc, ça a donné voilà, ce petit album jeunesse, pareil, auto-publié sur Amazon KDP. Donc, on trouve actuellement sur Amazon. Et voilà, qui est un album jeunesse pour les 4-8 ans, quoi, pour les enfants qui ne lisent pas encore ou qui sont en début d'apprentissage de lecture. Et voilà, c'est l'histoire en fait d'un pompier qui fait partie d'une unité dans une espèce de futur assez lointain. Voilà, c'est une aventure galactique. Voilà, avec des bases spatiales dans lesquelles il se passe des choses, il y a des incendies, donc il intervient à toute vitesse, aidé par ses amis. Voilà, donc c'était un petit délire, mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et puis pareil, j'ai eu des super retours, donc c'était génial en fait de pouvoir échanger avec les parents, les enfants. Une belle aventure, quoi. Eh ben, en tout cas, on rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de ton actualité. On l'a vu passer tout à l'heure sur tes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tu es régulièrement présent et je t'en remercie pour ça. Et justement, comme dit Marie-Pierre Clamins, qui est avec nous, bonsoir, qui me dit quel beau partage avec son enfant. Qu'est-ce qu'il pense, ton fils, aujourd'hui? Tu dis qu'il a 14 ans. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui d'avoir écrit un livre avec son papa comme ça? On n'en a pas reparlé récemment, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été vraiment, ouais, c'était génial en fait de partager cette histoire, de créer les personnages. Quand je faisais mes dessins, quand je faisais les illustrations, je lui demandais son avis, des conseils. Donc c'était vraiment génial. Et aujourd'hui, on va dire que il est plus, il a été plus motivé, enfin intéressé par du coup mon roman qu'il a lu d'ailleurs. Voilà, maintenant on a des échanges, on va dire, qui sont de cet ordre-là, quoi, un peu plus. Il est plus grand, il a grandi, donc l'album jeunesse c'est un peu loin derrière nous, mais ça a été vraiment un moment d'échange exceptionnel, quoi. Ouais, en tout cas, merci à toi en tout cas pour cette présentation. Donc, Jazz River, pompier des étoiles. Et justement, on salue Laura Ribot qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit l'illustration a l'air trop cool. Je vais le prendre pour mon petit cousin qui veut être pompier. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Laura. Merci. Merci à toi. Et justement, là, après, tu as écrit, tu disais tout à l'heure, tu as écrit ensuite un roman. Donc, on en a parlé, on aura la chronique de ce roman dans quelques instants. Par-delà le monde, je t'aimerai. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'effectivement, on a vu le petit message de Laurent tout à l'heure qui nous dit quel voyage éblouissant. Sonia a confirmé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre? Ouais. Bah écoute, oui, en quelques mots, un peu la genèse de ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment venu d'un besoin de partager en fait des histoires, des idées qui me trottaient dans la tête, des réflexions personnelles aussi. Et c'est avant tout un cheminement personnel à travers des blessures que j'ai guéries, à travers des rencontres, et puis des voyages aussi que j'ai faits.
Et tout ça mis bout à bout, en fait, j'ai commencé à coucher sur le papier pendant 1 an et demi à peu près des idées, en fait, à noircir un carnet. Et donc petit à petit a commencé à se dessiner l'histoire, en fait, de ce jeune homme. Donc ce roman, c'est avant tout l'histoire d'un méga coup de foudre, vraiment le coup de foudre qui t'arrive qu'une fois dans ta vie si t'es chanceux. Et le problème, en fait, c'est que la jeune femme qu'il rencontre, elle a prévu dès le lendemain de partir faire le tour du monde. Et ça, voilà, elle l'a prévu depuis longue date. Donc, c'est la première, on va dire, le premier accident dramatique du livre, c'est la première péripétie. Elle s'en va. Est-ce que il va partir à sa recherche? Voilà, c'est la première question à laquelle on est confronté. Et ensuite, voilà, c'était, comme l'a dit Séraphine, c'était aussi en fait un prétexte, ce livre, pour parler de voyage, en fait, mais un voyage autant extérieur qu'intérieur. C'est-à-dire que c'est en fait une quête un peu initiatique qui va amener le personnage à beaucoup se remettre en question à travers des rencontres extraordinaires qu'il va faire, et finalement à se demander, mais est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que cette société même, elle a un sens? Est-ce que réellement ça a du sens de se lever le matin, d'aller faire tous les jours le même boulot pour finalement, au bout du compte, ne pas finir épanoui dans cette vie? Et donc voilà, c'est un peu cette quête initiatique, en fait, que je raconte donc dans ce roman. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît en général comme ça dans le voyage? Parce qu'on remarque quand même que le voyage tient une place importante dans ce livre. Qu'est-ce qui te plaît dans le voyage en général? Au-delà du fait de découvrir des territoires vraiment hallucinants selon où tu vas, moi, ce qui m'a toujours bouleversé, c'est les rencontres que tu peux faire, en fait. Réaliser que finalement, il n'y a pas qu'une seule vérité, que la vérité que toi, tu vis ici dans ton quotidien occidental, elle peut être complètement diamétralement opposée à une personne qui vit en Asie, dans un pays très reculé. Et c'est ça que j'adore, en fait, c'est que ça remet tout en perspective, ça remet tout en question, et ça redéfinit un peu la vision qu'on peut avoir du monde. Et en plus de ça, c'est des moments où tu peux faire des rencontres avec des gens qui ont une profondeur incroyable, des valeurs humaines extraordinaires. Donc moi, c'est surtout ça qui me bouleverse, en fait, dans le voyage. C'est les gens qu'on va pouvoir rencontrer, en fait, dans tous les pays qu'on peut visiter. D'accord. Alors, il y a pas mal de commentaires et de questions qui arrivent. Alors, effectivement, il y a Marie-Pierre Clamins qui nous dit qu'il faut simplement trouver sa place, voilà, dans ce monde. Donc, vraiment, merci Marie-Pierre. Il y a Dominique aussi qui pose une question intéressante. Bonsoir Dominique, qui nous dit, comme la question se pose souvent, est-ce qu'il y a un petit peu de toi dans ce livre? En fait, alors j'aimerais pouvoir dire non, pas du tout, c'est une pure fiction, mais en fait, c'est vraiment très difficile de ne pas mettre de soi dans un bouquin, donc c'est une question très pertinente. En fait, même si les personnages sont entièrement construits de A à Z, il y a effectivement de moi dedans, et je dirais que la première chose, en fait, c'est surtout ma sensibilité, en fait. La manière dont moi je vis la relation à l'autre, ou là je parlais du voyage, la manière dont je vais percevoir les gens, dont je vais percevoir les gens quand je fais leur connaissance. Donc je pense que c'est surtout ça qui aurait dans. C'est pas évident d'avoir le recul pour dire qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je dirais oui, c'est ça, c'est ce côté sensible. J'ai un côté un peu candide aussi, un peu naïf, donc je pense qu'on le retrouve pas mal dans le personnage. Et après, surtout, mon amour pour les mots, mon amour pour la langue française, et voilà, mon amour pour l'histoire des gens, en fait, le cœur des gens, ce qui se passe dans leur cœur, comment on peut se connecter entre nous grâce à ça, en fait. Ouais. Tu viens de répondre un petit peu partiellement à la prochaine question que posait Tali Banière, qui est avec nous. Bonsoir, qui dit: en écrivant ce livre, as-tu en appris un peu plus sur toi-même?
tu viens de partiellement répondre, oui, que ça soit sur ta sensibilité et ton regard sur les autres. Ouais, encore une fois, c'est une très bonne question. On dit souvent que l'écriture est thérapeutique. Euh, c'est vrai que oui, en fait, le chemin d'écriture, surtout quand on part pour écrire un roman, ça peut aller de quelques mois à plus d'un an, 2 ans, quand on réécrit plusieurs fois le manuscrit. Donc, quelque part, en fait, on se met à nu, on couche sur le papier plein de choses qu'on a dans la tête de manière consciente ou inconsciente. Et du coup, oui, en fait, je pense que les personnes qui arrivent à lire entre les lignes peuvent en apprendre beaucoup sur les auteurs, en fait, quand ils lisent un roman. Donc, ouais, je pense que moi, j'en ai appris pas mal sur moi-même dans le sens où, en fait, quand l'inspiration est là, quand vraiment ça coule, c'est comme si c'était un peu notre moi profond qui s'exprimait, un peu la partie la plus sage de notre personnalité, la partie qui est la moins parasitée par l'ego. Et d'ailleurs, souvent, ça m'arrive de me dire, mais quand je suis confronté à des problèmes de la vie, où je me dis, mais là, je suis paumé en ce moment, je ne saurais pas comment aborder ce problème, je me dis, en fait, j'ai déjà écrit sur le sujet, donc j'ai qu'à relire mes notes, quoi. Et donc, au-delà du fait d'en apprendre sur soi-même, c'est profondément thérapeutique, en fait, le fait d'écrire. Ouais. Dans le livre, justement, je donne un exemple concret à un moment donné. C'est comme si, parfois, c'est comme si tu avais, tu vois, quand tu as des idées plein la tête, quand on dit, ouais, je suis paumé, j'en ai plein le dos, j'en ai plein la tête, c'est confus. C'est comme si, en fait, tu avais un grand sac, imagine un grand sac noir rempli de billes rouges et bleues. Si on te demande de compter les billes, en fait, directement dans le sac, c'est impossible. Alors que simplement, si tu les verses sur une table, ça devient un jeu d'enfant, en fait. C'est quelque part, c'est venir déposer, tu vois, ce qui habite en toi, l'espace d'un instant, et du coup, tout devient clair, en fait. D'accord. Et voilà. C'est en ça que l'écriture est vraiment thérapeutique, en fait. D'accord, merci à toi, parce qu'effectivement, il y a Rossana Demetrio qui est avec nous, qui nous dit: je confirme, il m'a fait énormément voyager dans ce livre, autant extérieurement qu'intérieurement. Donc, merci beaucoup. Elle rajoute effectivement: on s'attache très vite au personnage principal ainsi qu'à tous les autres. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants avec la chronique de Sonia. Et Laurent Alain qui nous dit effectivement: en 274 pages, Nicolas a réussi à me faire oublier ma propre vie et à me questionner énormément. Écouter son cœur avant son esprit. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci Laurent, voilà, tout est dit. Je crois que j'ai fait ma part, c'est bon, je peux aller me coucher. Non, mais c'est vraiment, ça me touche énormément parce que j'ai eu une période de ma vie, tu vois, où j'étais un peu en quête de sens, où je me disais, mais finalement, comme le disait une dame qui est intervenue tout à l'heure, quelle est ma place dans ce monde, à quoi ça sert ce que je fais, moi, finalement? Est-ce que j'amène vraiment ma pierre à l'édifice? Est-ce que je contribue au monde? Et en fait, quand je reçois ce genre de retour, je me dis, putain, c'est la plus belle des récompenses, c'est juste génial. Je me dis, même s'il y a juste une personne, tu vois, que ça a touché et que ça a pu un petit peu remettre certaines choses en perspective pour cette personne, quelque part, c'est gagné. Et moi, ça me rend profondément heureux, quoi. Écoute, en tout cas, on est heureux, en tout cas, nous aussi, de te recevoir ce soir. Et ce que je te propose, donc, c'est d'accueillir Sonia pour la chronique de Sonia. Ok, cool. Bonsoir. Notre chère amie, la croqueuse de livres, qui est avec nous ce soir, chère Sonia, tu es avec nous pour nous chroniquer ce livre Par-delà le monde, je t'aimerai. Chère Sonia, nous t'écoutons pour la chronique. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Voici la chanson que j'ai eue en tête tout au long de ma lecture, car c'est exactement ce qu'aurait pu dire Tristan à Aléna quand il l'a rencontrée. Comment une simple et belle rencontre peut changer le cours d'une vie. Ils ont passé moins de 24 heures ensemble, et c'est le corps lourd que Tristan a laissé partir Aléna vivre son rêve. Photographier le monde à travers un objectif et avec son cœur, Aléna a mis des mois et des mois à préparer son projet, et c'est à la veille de partir qu'elle a fait la rencontre, celle qui pourrait changer son destin amoureux. Mais Tristan, en bon prince, ne veut pas la retenir. Ce coup de foudre, Tristan ne s'en remet pas, et les quelques cartes postales qu'il reçoit
ne lui suffisent plus. Alors, avec l'aide de sa mère et de sa sœur, il décide de prendre son sac à dos afin de retrouver celle qu'il aime. Oui, mais celle-ci a quelques semaines d'avance sur lui. Et pour couronner le tout, il ne connaît même pas son nom de famille. Une véritable course contre la montre va commencer. Je dirais même plus, c'est une quête personnelle qui se met en marche. Avec les fameuses cartes postales, semées comme des petits cailloux à la façon du petit Pousset, Tristan tente de la rejoindre. Avec ce prénom, digne d'un preux chevalier, Tristan va-t-il réussir sa mission? Son voyage va commencer à Venise, ville de l'amour, mais pas que. Tristan va faire de belles rencontres et riches rencontres amicales, qui vont l'aider à surmonter cette épreuve vitale à ses yeux. Avec lui, on va visiter des villes, des pays, et voir de magnifiques paysages, si bien décrits que l'on va se croire juste à ses côtés. Venise, Australie, Himalaya, nous embarquons avec Tristan pour un voyage inoubliable. L'amour rend aveugle, dit l'adage, mais les voyages forment la jeunesse et l'espoir. L'espoir de la revoir, l'espoir de la tenir dans ses bras, l'espoir d'un amour plus fort que tout. Avec ce roman, Nicolas m'a transporté dans un univers d'amour, de passion, de folie. J'ai voyagé à travers ses yeux. J'ai rêvé, j'ai espéré, j'ai touché du doigt des paysages que je ne verrai peut-être jamais. L'amour peut rendre fou, l'amour peut faire déplacer des montagnes. L'amour peut te faire employer des moyens auxquels tu n'aurais jamais pensé. Une quête personnelle qui met son cœur à vif. En ouvrant ce livre, vous partirez pour un récit de voyage inoubliable. Waouh. Merci. Wow. Alors, Sonia, je viens de t'envoyer un contrat, je vais t'embaucher pour faire de la pub. Écoute, bon, merci, c'était... Avec plaisir. J'ai super adoré voyager. Tu en parles 1000 fois mieux que moi, c'est super dur de se vendre. C'est super dur de parler, de synthétiser aussi bien, en fait, une œuvre de 300 pages. Bravo, merci infiniment, c'est waouh. J'ai pas les mots. Et je n'ai pas chanté au début de la chronique. Et j'espère que j'ai mis la chanson en tête à tout le monde. Ouais, et en plus, oui, ça aussi, ça m'a hyper touché que ça te fasse penser à Renaud. C'est un chanteur que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Et donc, mais surtout, j'adore cette chanson, elle est magnifique. Donc, je suis honoré que ça t'ait fait penser à ça. Et voilà, avec plaisir. Et merci en tout cas, Sonia. Et on retiendra quand même que tu dis en coulisses que tu la chanteras et que tu ne l'as pas chantée. Non, j'ai dit j'espère que je ne la chanterai pas. Parce qu'à chaque fois que je me relisais, j'avais tendance à le dire en chantant. T'aurais dû. En tout cas, Talibanière qui nous dit tu as bien raison de ne pas partir te coucher, Nicolas. Cela aurait été dommage de louper cette superbe chronique. Merci à toi. Ouais, c'est clair. Ali. Et justement, il y a une question. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Et justement, il y a une question qui dit sur l'écriture de ce roman, cher Nicolas, où avez-vous cherché toutes ces connaissances très pointues? En fait, c'est la plupart, c'est vraiment ma propre expérience en fait. Autant le chemin personnel qu'en termes de voyage. Tout ce dont la plupart des choses dont je parle en fait, que ce soit effectivement à Venise ou dans l'Himalaya ou en Australie, c'est des choses que j'ai découvertes là-bas, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont inspiré ces choses-là. Et après, sinon pour le reste, pour être tout à fait sincère, en fait, j'ai eu une période de ma vie qui a été très difficile. Où je pense que j'étais en train de faire un début de burn-out. J'avais pas mal de casseroles, de choses à régler. Et donc, j'ai entamé en fait un gros travail sur moi. Je me suis fait aider pendant ça a duré longtemps et ça m'a apporté énormément en fait. C'est là que j'ai pris conscience que on n'est pas juste ici pour payer des factures, faire un boulot, avoir des loisirs, fonder une famille. Ça, c'est déjà extraordinaire. Mais en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert à travers ce voyage personnel, c'est que on est aussi ici là pour transcender plein de choses, en fait, pour se transformer. Moi, j'utilise souvent cette image en fait de l'oignon, en fait, le petit bulbe d'oignon où il y a plein de couches. Et je visualise ça un peu comme des couches de souffrance, parce qu'on a tous en fait, des
petites ou grosses casseroles, des petites éraflures, des grosses balafres. Et en fait, quand on travaille dessus, petit à petit, en fait, on va venir éplucher cet oignon et on se rapproche de plus en plus du cœur, de ce cœur. Et en fait, ce cœur-là, sous ces couches de souffrance, sous ces couches d'ego, sous ces couches de protection, d'armure, c'est qui on est réellement, en fait. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça que j'ai découvert. Et donc, ça a été beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres extrêmement riches, en fait, avec des gens qui m'ont apporté énormément. Et donc, il y a pas mal de choses, je dirais l'immense majorité des choses que je partage dans le livre qui sont tirées de ma propre expérience. Après, évidemment, j'ai fait des recherches aussi pour être plus pointu sur certains sujets, parce qu'il y a des choses, il y a des petites anecdotes de voyage, des trucs que je voulais pas taper à côté, donc je me suis renseigné. Mais sinon, globalement, c'est quand même inspiré d'expériences personnelles, quoi. Et justement, quand tu as construit ce livre, est-ce que tu avais la trame dès le début? C'est souvent une question qu'on aime bien poser dans cette émission. Est-ce que tu avais la trame dès le début ou est-ce que tu t'es laissé imaginer ton histoire? En fait, moi, j'avais à cœur. Moi, j'ai toujours énormément lu. J'ai toujours beaucoup lu depuis tout petit. Mon papa était instituteur. On avait toujours beaucoup de livres à la maison. J'ai toujours eu beaucoup d'histoires à la maison. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Et donc, j'étais pas mal imprégné de beaucoup d'histoires et de manières de les raconter, en fait. Et moi, j'ai toujours apprécié les livres qui me prenaient un petit peu par la main, qui avaient des phrases assez courtes, des phrases efficaces, des chapitres courts et une structure. Et quelque part, peut-être parce que j'aime pas trop me sentir perdu dans un récit. Et donc au tout début, en fait, tout est venu vraiment spontanément. C'est-à-dire que des fois, j'étais en train de me doucher, vite, je sortais de la douche, je me séchais et je prenais des notes avant que ça s'en aille. Ou ça m'arrivait des fois d'être en voiture, m'arrêter sur le bas-côté, m'enregistrer parce que j'avais un chapitre entier qui arrivait. Mais après, avant de commencer la rédaction finale, j'ai vraiment ressenti le besoin de fabriquer un squelette, en fait, de fabriquer une structure. D'ailleurs, j'ai des photos de moi prises d'assez haut dans ma maison où j'ai des papiers étalés dans toute la maison, genre sur 25 mètres carrés de séjour, tu vois. Et c'était la structure de mon livre, en fait, qui était en train de naître. Et voilà, une fois que j'avais ce squelette, après, j'ai commencé à vraiment me lâcher dans chaque chapitre et à laisser vraiment couler l'écriture, mais j'avais besoin, en fait, de cette structure-là, quoi. D'accord, donc digne d'un commandant de police qui a tous ses recherches autour de lui. On connaît tous le commissaire Martin. Voilà, là, effectivement, c'est digne. C'est ça, c'est le genre de situation où si tu as un courant d'air, tu n'as pleuré, quoi, parce que tu as genre 60 chapitres hyper bien arrangés avec des piles de papier dans tous les sens. Et ouais, c'est ça fait un peu enquêteur obsessionnel à minuit et demi. On est d'accord. Marie-Pierre Clamence qui nous dit « Être ancré et connaître sa mission de vie, Nicolas, avez-vous, avec l'écriture, trouvé cela ?» Eh ben, écoute, ouais, c'est... Encore une fois, dis donc, tes auditeurs, ils ont des super questions, hein. Waouh. Qu'est-ce que alors, oui et non. On va dire que quand j'écris, je me sens complètement aligné, en fait. Vraiment, c'est un moment où je me sens... c'est un peu comme quand... moi, mon métier à la base, donc comme je disais, c'est graphiste. J'ai une entreprise depuis une quinzaine d'années. Et en fait, quand je fais une belle image, tu vois, je ressens vraiment du plaisir, du bonheur, de la passion, quoi. Et je sens que je suis à ma place. Et l'écriture, en fait, c'est ça aussi. Et de manière accentuée même. Hein. C'est vraiment, effectivement, je me sens... comme elle dit, complètement ancré, vraiment à ma place. Après, j'ai envie de dire, le chemin, il est jamais fini jusqu'à ce qu'on arrive au bout, en fait. Donc, je me dis que, voilà, pour l'instant, c'est ça. Il y aura peut-être autre chose. Mais en tout cas, oui, actuellement, je peux dire que, voilà, ouais, c'est quelque chose de très, très important dans ma vie. Quand je reçois des messages comme Papy Lolo tout à l'heure là qui disait que ça l'avait transporté, etc. Là ouais, je me sens vraiment utile et je me dis quelque part ouais,
c'est une petite mission accomplie. Après, je sais que, voilà, j'imagine qu'il y en aura d'autres, mais donc c'est un processus qui est quand même très épanouissant. Donc, oui, je pense que j'ai trouvé ma place en partie, on va dire. Ouais, parce qu'effectivement, Marie-Pierre nous dit, j'étais à ta place il y a quelques mois. Donc, effectivement, ça doit résonner ce que tu dis ce soir. Donc, vraiment, Génial. merci à toi. Dominique, question plutôt sympathique, qui nous demande, peut-on dire que ce livre est une romance ou plutôt un roman d'aventure? Ah, putain, alors ça, ça c'est la question à 12 000 euros. Écoute, franchement, s'il fallait le classer dans une catégorie, je dirais, bah écoute, demandez ça à mon éditeur, mais bon, vu que j'en ai pas pour l'instant, je vais m'y coller. On va dire que ça commence comme une romance, ça se poursuit comme un roman d'aventure, et en même temps, ça se lit comme je le disais tout à l'heure, comme une forme de quête initiatique, comme un... Ouais, alors pas comme un voyage. Je dirais pas comme un roman de développement personnel, mais plutôt, c'est ça, comme une forme de quête. Donc, ouais, un petit peu des deux. Un peu des deux. Ouais. Bah, écoute, Sonia, tu veux rajouter quelque chose? Non. Non, parce qu'effectivement, là encore une fois, vu que la question à 12 000 euros, je te propose maintenant la question à 20 000 euros de Laura qui nous demande, tu te sens plus aligné quand tu as ta casquette de graphiste ou celle d'auteur? Écoute, je dirais que le graphisme, ça m'a habité pendant très très longtemps. Ça continue de me nourrir énormément aujourd'hui. Alors dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ça remplit la gamelle et ça me nourrit énormément quand je fais voilà, quand je produis de belles images, même si c'est des commandes, même si c'est des commandes très précises pour des clients, c'est quelque chose qui est réellement épanouissant parce que voilà, quand tu produis une image qui a de la gueule et que les gens sont satisfaits, que ça les aide dans leur boulot, etc. C'est profondément épanouissant. Mais comme je découvre voilà on va dire cette nouvelle casquette d'auteur, ouais, j'avoue que mon cœur balance. C'est vrai que j'aimerais pouvoir consacrer, oui, aujourd'hui plus de temps, être plus souvent sous la casquette de l'auteur, même si j'y passe beaucoup de temps parce que l'écriture ça prend du temps. Mais peut-être que c'est une page, ouais, qui est, voilà, pour filer la métaphore littéraire. Peut-être que c'est une page qui est en train de se tourner et que je me dirige plus vers ça. J'avoue que je sais pas encore. Moi, je suis quelqu'un de très spontané et je vais vers les choses naturellement. Donc, les mentaliser comme ça, je le ferai peut-être avec le recul en me disant, bah, tiens, voilà, il y a eu une partie, c'était plus le graphisme, après, c'était plus l'écriture. Aujourd'hui, je dirais, c'est un petit peu les deux, quoi. Eh ben, en tout cas, merci à toi pour tes réponses. Donc, on rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre Par-delà le monde, je t'aimerai. Déjà plus de 6000 lecteurs, mais tu disais tout à l'heure que tu avais dépassé les 7000. Donc, vraiment, merci à toi. Et effectivement, il y a Laurent qui nous dit, on s'est vu avec Nicolas le 1er février de cette année. Langue bien pendue, et je mets... Alors, attendez, excusez-moi, mais c'est écrit tellement petit. Qui nous dit donc, on s'est vu avec Nicolas le 1er février de cette année, langue bien pendue, et je mets la prochaine fois qu'on se voit, je pense que je vais le saouler tellement j'ai de choses à dire sur ce roman. Ah bah, génial, bah, écoute, j'espère que ce sera autour d'une bonne bouteille, alors, mais avec grand plaisir, ouais. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Il n'est jamais très loin en tout cas, effectivement. Merci à Laurent. Eh ben écoute, moi ce que je te propose, cher Nicolas, bah, c'est de lancer le jingle pour recevoir l'extrait de Marie. Ah yes, ok, let's go. Tout de suite, le jingle. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas l'émission ou qui la rejoignent ce soir que nous avons une comédienne dans cette émission, Marie Méran, qui n'est pas avec nous ce soir, mais avec qu'on embrasse, qui a lu un extrait donc, de ce livre que je vous présente ce soir, Par-delà le monde, je t'aimerai. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu, parce que là ce soir, je sais qu'il y a une petite musique en fond, et on l'écoutera tout de suite l'esprit Marie. Marie Méran présente un roman de Nicolas Payan, Par-delà le monde, je t'aimerai. L'anneau. Tristan regardait attentivement l'anneau qu'il faisait délicatement rouler entre ses doigts.
Savez-vous, mes puces, pourquoi nous gravons nos vœux d'amour dans l'or? Hein? Bon, déjà, papou, s'il te plaît, ne nous appelle plus mes puces. Moi, je rentre en 5e bientôt, et Camille se marie demain. Alors, c'est quoi cette histoire d'or? Demanda Nadia, avec ce petit sourire narquois que son père adorait. Si tu ne veux plus que je t'appelle ma puce, alors ne m'appelle plus papou, répondit Tristan en riant. Ensuite, eh bien, nous savons qu'à l'échelle de l'infiniment petit, tout bouge constamment. Tout est en perpétuel mouvement. L'univers tout entier change à chaque instant. À l'échelle macroscopique, celle qui nous est accessible, tangible, tout change également. Rien ne dure, tout se dessèche, pourrit, moisit, s'oxyde, sauf l'or. Il s'interrompit un bref instant et conclut. Il est le seul matériau sur Terre à échapper à l'entropie. À l'entro quoi? À l'entropie. Comme disait souvent mon papa à moi, quand j'avais ton âge, eh bien, tu chercheras dans le dictionnaire, ma puce. Il rit, puis marqua une courte pause. Tu as dû remarquer que tout, absolument tout dans notre monde ici-bas est éphémère, n'est-ce pas? Tout n'est qu'impermanence. Rien ne dure jamais. Les nuages, la neige, les plantes, les animaux, nous, même les montagnes et le dessin des côtes. Il laissa s'installer à nouveau un bref silence pour ménager son effet. Mais si tu graves soigneusement le nom de la personne que tu aimes à l'intérieur d'un anneau en or massif et que tu l'enterres dans le désert de Gobi, alors il y demeurera pour l'éternité. Waouh! Comme tu dis, ma puce. Waouh! Par-delà le monde, je t'aimerai par Marie Méran, un livre donc de Nicolas Payan qui est avec nous ce soir. Alors Nicolas, ça te fait quoi d'entendre ton livre en audio? Ah ben, c'est vraiment une sensation incroyable. Alors déjà, merci beaucoup Marie de s'être prêtée à ça. En fait, je trouve ça génial que, en fait, une fois que le livre, une fois qu'il est paru, une fois qu'il est publié, il nous appartient plus en fait. Il est parti, il part faire sa vie, et donc là, entre les mains de Marie, il est entre les mains de quelqu'un qui se l'est approprié, qui s'est approprié l'histoire et qui et quelque part, elle a fait vivre ces personnages dans son esprit à elle. Donc, je trouve ça vraiment touchant, quoi. Je trouve ça vraiment génial de me dire que il y a plein de gens qui ont fait la même chose, qui se sont appropriés cette histoire, ils l'ont fait. Elle est à eux maintenant, elle m'appartient plus. Et donc ils ont construit certainement tout un imaginaire autour de ça, avec leurs propres images. Donc c'est génial. Je trouve ça ouais. Eh ben, merci à toi. Et toi, Sonia, qu'est-ce que ça te fait justement de réentendre cet extrait Comme dit Nicolas, ouais, ça les fait vivre. Donc moi je les lis, donc je les imagine. Mais quand on entend Marie en fait les lire, les décrire et tout ça, tout, on a l'impression de voir d'autres personnes en fait. Et donc c'est une autre façon de voir les personnages aussi, et ils prennent plus vie en fait. Et justement, Nicolas, est-ce que quand tu as écrit ton livre, tu t'es imaginé pareil cet univers? Tu vois, là, on entend Marie qui a choisi une petite musique. Ça fait penser, en plus, elle part à un moment de l'anneau. Ça fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, tu vois, le petit hobbit, là, C'est vrai. Hein? Est-ce que toi, pareil, quand tu écris, tu t'imagines un univers, tu t'imagines vraiment dans un monde? Et le fait de l'avoir entendu ce soir, est-ce que tu t'es retrouvé? Je ne sais pas si ma question est claire, mais je suis un peu comme les auditeurs. Oui, si, non, mais carrément, c'est très, très juste comme question, parce que c'est exactement ce qui se passe. Moi, déjà, j'écris tout le temps en écoutant de la musique, parce que ça porte vraiment les mots, ça porte l'émotion, un peu comme quand tu vois un film. Il y a des films qui te transportent, et il y a des scènes qui ne seraient pas les mêmes sans la musique. Donc Marie, c'est rigolo parce qu'elle a mis cette petite musique bucolique qui a un côté un peu fantasy, où effectivement on imagine des hobbits dans la forêt en train de chercher un anneau. Donc c'est marrant.
Et oui, oui, carrément, moi, à chaque fois que j'écris des scènes, je les joue dans ma tête, même des fois, je les lis à voix haute pour voir si ça sonne, enfin, si c'est naturel. Alors ça, c'est le moins évident, le fait que ça reste, voilà, que ça reste quand même quelque chose de littéraire, mais qu'en même temps, ce soit naturel dans la manière de parler des personnages. Donc oui, oui, je fais tout le temps ça. On est plusieurs dans ma tête, en fait. C'est c'est peut-être aussi, ouais, c'est un travail un peu de schizophrénie, hein, l'écriture, quand tu commences à faire vivre plein de personnages comme ça. Tu les incarnes tour à tour pour te dire, attends, mais là, avec ce qui vient de se passer, comment est-ce qu'elle va le vivre, ce truc-là, lui, comment il va le vivre. Donc oui, oui, ouais, complètement. Je le vis à fond, comme une suite de mini-pièces de théâtre, en fait, de scénettes, de sketchs parfois, ou de scènes un peu plus épiques, avec de la musique, etc. Et moi, j'aurais une petite question. J'aurais aimé savoir, est-ce que tu as préféré écrire les descriptions, parce on imagine les paysages, ou alors les dialogues entre les personnages? Eh ben, écoute, encore une fois, je vais te dire les deux. Justement, par rapport à ça, j'ai essayé d'apporter une espèce d'équilibre entre les deux. Parce que moi, j'ai jamais trop aimé les récits où il y a trop de descriptions, parce que parfois c'est indigeste. Et quand il y a des dialogues trop longs, bah, tu finis par être perdu. Moi, souvent, je sais plus qui est qui. Enfin, je sais pas si vous avez lu, par exemple, Le Trône de Fer, donc qui a donné la série Game of Thrones. Quand il y a plein de personnages et qu'il y a des longs dialogues, donc du coup, moi, je m'éclate en fait dans les descriptions parce que c'est un moment où tu peux vraiment te lâcher dans le vocabulaire. En plus, on a une langue, la langue française, qui est juste extraordinaire. Tu as 50 synonymes pour une même idée, donc tu peux l'exprimer de manière vraiment chirurgicale. Et les dialogues, bah, j'adore faire ça parce que c'est presque de la comédie parfois. Alors, il y a du drame aussi, mais c'est vraiment, ouais, il y a de la mise en scène. C'est le moment où tu peux insérer des petites, des petits traits d'humour. Donc, je dirais que j'aime beaucoup les deux. Après, peut-être que ça va dépendre de mon humeur du jour. Il y a des jours où ça va être plus facile pour moi d'être, tu vois, dans une humeur où je vais dérouler de la description et voilà, ça va être plus introspectif. Et puis des moments où, tu vois, je suis beaucoup plus extraverti et puis je vais être plus à l'aise dans le dialogue. Mais globalement, j'adore faire les deux, quoi. C'est vraiment génial. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir de t'écouter. Et il y a une question de Dominique, sauf si tu veux rajouter autre chose sur ce qui vient d'être dit, Sonia. Non, pas pour l'instant. Alors ça va. Parce qu'effectivement, question encore à 30 000, on va dire, cette fois-ci l'enchère. Dominique Guénin qui nous dit l'impermanence. Tu parlais tout à l'heure de l'impermanence, qui dit que c'est un précepte bouddhiste, ça. Est-ce que tu l'es? Est-ce que je suis bouddhiste? C'est ça? L'impermanence est un précepte bouddhiste, ça, l'es-tu? Alors, non, écoute, je pense pas pouvoir dire que je suis bouddhiste, mais c'est quelque chose qui m'a, en tout cas, ouais, qui m'a énormément aidé, ça, dans ma vie, de comprendre que tout était impermanent, en fait. Alors, c'est chiant, tu vois, quand t'es petit, de savoir que ta journée d'anniversaire, où t'as tous tes copains, une super journée, des cadeaux, tout ça, bah, qu'à un moment donné, elle va terminer. Mais quand tu es adulte et que tu comprends que des périodes vraiment pas simples, elles vont avoir une fin à un moment donné, ça aide énormément, en fait, de vraiment intégrer cette notion-là. Et c'est vrai, en fait. On vit dans un univers où il n'y a rien, absolument rien qui dure. Notre ego, il voudrait figer les choses, il voudrait figer les gens dans le temps, on voudrait arrêter de vieillir, on voudrait parfois que le compte en banque il arrête de descendre, on voudrait que les vacances, elles s'arrêtent jamais, que le beau temps, il reste. Mais en fait, il n'y a absolument rien qui dure, rien du tout. Les saisons, elles passent. C'est une succession de cycles. Et mais bon, je serais ravi d'en discuter de vive voix avec Dominique à l'occasion. Ouais. C'est comme une fin de livre, hein, c'est pareil. On est déçu quelquefois de fermer le livre. On resterait bien un peu plus longtemps avec les personnages. C'est tout pareil. Ouais. Eh ben, en tout cas, ça te fait du monde à voir très prochainement. Et sûrement une personne que tu aimerais rencontrer. Effectivement, Laura qui nous dit « Tu es très créatif, Nicolas, c'est impressionnant. Avec cette casquette de graphiste, en plus celle d'auteur, est-ce que tu te considères plus comme un artiste ou un artisan ?» Ah, bonne question.
J'avoue que je préfère me sentir comme un artiste parce que c'est plus naturel chez moi. Le côté artisan, on va dire, ça va être plus, par exemple, dans le façonnage du livre. Et ça, c'est vraiment extrêmement fastidieux quand justement tu portes toutes tes casquettes. Moi, je me suis éclaté à écrire le livre, je me suis éclaté à le corriger, à recevoir les commentaires de ma bêta lectrice, de ma correctrice. Je me suis éclaté à faire la couverture. Vraiment, ça a été un kiff, voilà. Par contre, le façonnage du livre, où là, effectivement, ça presque de l'artisanat à ce niveau-là, parce que tu dois tout faire toi-même quand tu t'auto-édites. Et ben ça, c'est pas vraiment évident parce que tu dois apprendre tout un tas de choses et il faut être assez précis, quoi, si on veut que ça fonctionne. Donc, non, je me sens plus artiste parce qu'on se sent plus libre quand on est artiste. Il y a moins de contraintes, moins de limites. L'artisan, lui, doit faire des choses qui sont très cadrées, qui doivent rentrer dans un, tu vois, quand tu es artisan coiffeur, si tu fais n'importe quoi, je pense que très vite, les gens ne viennent plus te voir, tu vois. Donc, non, moi, je me sens plus comme un artiste libre plutôt que comme un artisan sous contrainte. Merci à toi en tout cas pour cette réponse très claire. Vraiment, merci beaucoup. Juste avant d'écouter la question de l'invité, pardon. Oui, voilà, une manière qui nous dit effectivement, si ça t'arrive après l'écriture d'un passage de ne plus savoir quoi écrire, que fais-tu pour continuer ton histoire? C'est vrai qu'ils sont en forme ce soir, les auditeurs. Hein. Franchement, merci. Alors, là, c'est carrément un secret d'auteur que je vais livrer. Attention, donc là, c'était la question à 50 000 €, là, Florian. En fait, moi, personnellement, voilà, en ce qui me concerne, c'est vrai que des fois, on parle souvent de cette angoisse de la page blanche. Et c'est vrai que ça, tout ça, c'est un peu mental, c'est intellectuel. Et moi, j'ai l'impression que l'écriture, c'est plutôt quelque chose d'intuitif. C'est quelque chose qui vient de l'inspiration. Et parfois même, en fait, je me demande, tu vois, quand il y a un chapitre entier qui arrive, je me dis, waouh, mais d'où ça vient ça? C'est vraiment moi qui ai écrit ça, tu vois. Parfois, c'est assez troublant. Et donc, dans les moments où ça pourrait ne plus venir, en fait, je lâche tout, quoi. Je m'abandonne, je lâche les pensées. Limite, je vais me faire un petit quart d'heure de méditation, tu vois. Je m'accroche plus à mes pensées. Vraiment, je laisse venir les choses. Je vais marcher, je vais être contemplatif, tu vois. Je vais regarder la nature. Je vais conduire 20 minutes en écoutant de la musique. Et en fait, ça vient tout seul après. Voilà, je pense que quand tu enlèves toutes ces barrières du mental, ça, voilà. Bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que il y a des jours où on peut avoir des soucis, des trucs qui te tracassent. Donc, mais globalement, voilà, c'est comme ça que je procède. Merci à toi. Et juste dernière question aussi, avant qu'on l'a dit, d'écouter la question de l'invité. Si tu devais réécrire ce roman, donc on le rappelle, celui-ci, Par-delà le monde, je t'aimerai, qui on le rappelle, est le tome 1. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler un petit peu du tome 2 sans rien spoiler. Mais justement, Laurent qui nous pose la question, oula, attendez, ça va trop vite là, qui nous dit si tu devais réécrire ce roman, est-ce que tu ferais tout pareil? Alors, je pense que je ne le réécrirai pas. Voilà, ça répond à la question. Non, alors sérieusement, écoute, comme un roman, tu l'écris à un instant T de ta vie, avec les outils que tu as à ce moment-là et avec la personnalité que tu es. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'écrirai différemment, forcément, avec le recul. Parce que là, tu vois, j'ai plus trop le temps de me pencher dessus, mais si je devais le retravailler, je pense qu'il y a pas mal de passages que je reprendrais, des choses qui me conviennent plus aujourd'hui, et mon point de vue aussi a évolué sur certaines choses, donc je pense que alors il serait pas remanié en profondeur parce que comme globalement c'est quelque chose de très spontané et qui vient du cœur, je voudrais pas trahir en fait l'esprit de la chose, en fait le message. Mais on va dire d'un point de vue plus cosmétique, quoi, sur certains passages, certains chapitres, je pense que il y a des choses, des tournures de phrases que je changerais, des configurations de chapitres, des structures que je modifierais peut-être,
D'accord, eh bien, merci beaucoup. Sonia, avant la question, est-ce que tu veux rajouter quelque chose également? Non, pas du Non. tout. Euh, la méditation, ça te parle? La méditation, si ça me parle? Oui. Ouais. Oui, ça me parle beaucoup, oui. Oui, parce qu'effectivement, il y a une question qui dit, j'aimerais bien que Nicolas m'apprenne la méditation. Ok. Je te dis pas qui c'est, tu t'en doutes. C'est pas Pilolo, c'est ça? Non? Bon, écoute, on change pas une équipe qui gagne, hein. C'est ça. Bon, bah écoute, après une bonne bouteille peut-être, mais ouais, oui, mais il n'y a rien de compliqué dans la méditation en fait. Hein. En quelques mots, c'est juste ne rien faire. Il n'y a pas de but. C'est juste être. Voilà. Donc, c'est très facile à expliquer, c'est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, à pratiquer, c'est une autre paire de manches. Mais c'est extraordinaire. Ça peut changer, vraiment, ça peut changer la vie. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose. Comment? Moi, j'y arrive pas à méditer. J'ai tout le temps un bruit parasite, j'ai tout le temps, j'ai 1000 pensées, comme je suis tout le temps en train de lire, donc du coup, j'ai tout le temps un livre en tête, la façon que je vais écrire la chronique, ça, moi, je peux pas. Moi, j'ai tout le temps le cerveau qui travaille, en fait. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident les jours où on a effectivement le cerveau qui est un peu en suractivité. Comme on dit tout le temps, ce serait comme essayer d'arrêter un cheval au galop, quoi. Donc, en fait, faut juste le laisser courir et se placer à côté et le regarder cavaler, en fait. Et là, tu es déjà en train de méditer. Oh, déjà que je perds mon cerveau de temps en temps, alors, comme dirait Florian. Hein, ouais. Oui, j'ai pas entendu la suite. Je t'ai entendu le dire très, très fort. Parce que tu es là. Écoute, effectivement, en parlant de ça, alors attendez, je vérifie. Donc, effectivement, je salue Michel Cherchy qui est avec nous. Bonsoir, Michel. Voilà, un auteur aussi régional à découvrir. Merci à toi d'être là, Michel. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, question pour l'invité. Voilà, c'est ça. Ce que je te propose, Nicolas, c'est de lancer. J'aime bien les jingles, c'est pour ça. Et puis, je sais que les filles aiment bien les jingles aussi. Donc, on lance le jingle et on écoute la question de l'invité. Ok, super. Alors, mon cher Nicolas, lorsque nous avons reçu la semaine dernière, mercredi de la semaine dernière, nous avons reçu Pauline Decreuse, une auteure régionale aussi que tu connais, qui est venue nous présenter son livre aux éditions Le Lys Bleu sans elle. Voilà, un livre à découvrir. Juste avant que tu poses, d'écouter la question, je voudrais que Sonia nous rappelle rapidement de quoi parlait ce livre, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. En fait, c'est une jeune femme qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et une de ses meilleures amies, dans l'habitacle d'une voiture, en fait, avec un des meilleurs amis du conjoint, en fait, raconte le pourquoi du comment, pourquoi elle en est arrivée là, et comment ils vont faire maintenant pour vivre sans elle. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Donc, on rappelle que toutes ces émissions, on peut les retrouver en direct sur YouTube le mercredi et le vendredi soir. Et quand nous lui avons dit, nous recevrons Nicolas Payan pour son livre Au-delà du monde, je t'aimerai, voici la question qu'elle a posée. Elle est où? Elle est là. Alors déjà, je salue Nicolas, que je connais. Je connais son roman. Alors, il parle beaucoup, et notamment dans sa 4e de couverture, il l'évoque. La découverte du soi, de son être intérieur et de combien il est important de s'aimer soi-même. Donc moi, j'aimerais savoir si justement cette quête initiatique par rapport à la découverte de soi, si l'écriture lui avait apporté cette chose, en tout cas qui me semble en tout cas dans ses écrits et pour lui très importante. Donc savoir si à travers l'écriture, à travers ses romans, il avait lui-même appris sur lui-même, voilà, tout simplement, et qui nous explique qu'est-ce qu'il a appris et comment, tout simplement. Tout simplement, comme nous dirait donc notre chère amie Pauline Decreuse, qui était venue nous présenter son livre Sans elle. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Nicolas? Mais ça rejoint un peu une question de tout à l'heure, hein, finalement. Eh bien, je dirais que oui, moi,
ça m'a énormément apporté en fait, parce que l'écriture c'est un long chemin, et en fait, qu'on le veuille ou pas, on se livre beaucoup à travers les mots qu'on peut coucher sur le papier, et donc oui, moi je pense que ça m'a, pour compléter donc ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que déjà moi ça m'a permis d'assumer cette grande part de sensibilité en fait que j'ai en moi depuis toujours, qui était très difficile à vivre quand j'étais plus petit, quand j'étais un enfant, quand j'étais un ado. Quand on est un hypersensible, c'est pas évident de trouver sa place dans un monde qui peut être agressif, qui va à 100 à l'heure comme le nôtre, où il y a plein de choses qui sont mises de côté, où un homme en fait, un homme ne doit pas pleurer, etc. Donc ce chemin-là m'a permis déjà ça m'a beaucoup aidé à assumer ce côté-là, parce que je me suis dit, mais en fait, ouais, je peux en faire quelque chose, ça parle à des gens, et des gens, voilà, qui se retrouvent, qui trouvent un écho là-dedans. Et après, quelque part aussi, ça m'a permis de faire un état des lieux, aussi de me dire, bah tiens, finalement, voilà le chemin, le chemin que j'ai fait. Parce que du coup, je parle effectivement du chemin que fait le protagoniste, de quelle manière lui va aller penser ses blessures, de quelle manière il va aller guérir ses blessures, de quelle manière il va aller regarder en lui, de quelle manière en fait il va se rendre compte à quel point les autres peuvent être un miroir. Et donc ça, si j'ai pu le faire avec autant de sincérité, d'authenticité, avec autant de cœur, c'est parce que c'est d'abord un chemin que j'avais fait intérieurement. Et donc, le fait de le coucher sur le papier, ça m'a permis de clarifier tout ça, en fait. Voilà, donc merci Pauline pour cette question. Donc, merci Pauline, et effectivement, on la remercie encore d'être venue partager son univers livresque avec nous, et c'est vraiment une auteure à découvrir encore une fois. Donc justement, tu connais le principe. Donc effectivement, maintenant que tu as répondu à la question, il va être temps maintenant pour toi de poser une question. Et là, la semaine prochaine, non, même pas la semaine prochaine, mercredi prochain, nous recevrons Joran, chère Sonia, qui viendra nous présenter son livre « Quand je serai grande » aux éditions Fayard. Donc une auteure, hein, vous vous en souvenez, qu'on devait recevoir il y a quelque temps, mais qui n'avait pas pu venir suite à quelques petits soucis familiaux, mais encore une fois, tout va bien, et on a eu des nouvelles ce matin et tout va bien, donc vraiment, je suis ravi de la recevoir. Sonia, en deux mots pour Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre de Joran? Alors, c'est une jeune femme qui en fait, on ne sait pas comment elle puise la force pour rester debout après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle vit au jour en étant pompier aussi également, et même côté personnel. Et on se demande où elle puise sa force comme ça. Et elle a un mental, rien qu'en lisant son livre, et j'ai hâte de la recevoir mercredi justement pour en découvrir plus sur elle, parce que c'est tellement impressionnant que voilà quoi. Elle a été placée toute jeune. Il y a des risques de récidive avec son fils qui aurait pu lui être enlevé aussi. Elle a surmonté toutes les épreuves en fait, et franchement c'est impressionnant. Ouais, et en tout cas, une auteure qu'on aura l'occasion de découvrir donc mercredi, et vraiment, je vous invite vraiment à être présent, hein, pour écouter Joran. Mais toi, Nicolas, quelle serait la question que tu as envie de poser à Joran? Justement, donc j'avais lu sa biographie que tu m'avais transmise et qui m'a carrément bouleversé. D'ailleurs, je me suis dit que je lirais son livre. Je lirais son livre parce que c'est un livre qui a l'air d'être d'une extraordinaire puissance. Et justement, moi, j'avais envie, par rapport au fait que on sent que dans ce livre, elle y a mis toutes ses tripes, et que donc elle livre un message en fait d'une grande puissance. J'avais envie de lui demander, donc moi c'est plutôt une double question, et par rapport donc à cette carrière littéraire en fait, qu'elle a brillamment entamée. Donc je voudrais lui demander, Joran, est-ce que tu as d'autres projets littéraires sous le coude? Est-ce que tu as, est-ce que ça t'anime au point de proposer d'autres productions littéraires? Et en tant qu'écrivaine maintenant, quel serait ton rêve le plus cher? Oh, très belle question.
Très belle question, je te remercie Nicolas. Question qu'on aura l'occasion donc de lui poser, enfin de lui transmettre ce mercredi 21 mai à 19h30, puisqu'on rappelle à titre exceptionnel, on a 3 lives cette semaine, donc mercredi à 19h30. Hein, et puis on le rappelle aussi que Joran, elle aura non pas une question avec toi, mais elle en aura 2, puisqu'il y aura la tienne, mais il y aura aussi celle de Sandrine Cohen, qui était Ah l'invitée oui, précédent, où là aussi il y a une très très bonne question qui avait été posée avec des projets en cours. J'ai hâte justement d'avoir la réponse de Joran. Donc ce mercredi à 19h30, effectivement, pour son livre Quand je serai grande aux éditions Fayard. Et encore une fois, je remercie les éditions Fayard pour la proposition. Voilà pour la question de l'invité. Merci à vous. Je vous lis quand même le commentaire de Laurent qui nous dit: Nicolas, je suis chaud bouillant pour une discussion devant une grande boue. Promets-moi juste qu'on ne gravit pas l'Himalaya à 5h du matin le lendemain. Non, ça va. Au pire, on se fera le Garlaban ou voilà. Oh. Le Garlaban ou la Sainte-Baume, ça sera raisonnable. Pas de souci. Je ne vais pas dire la phrase qu'on a l'habitude de dire, mais c'est valable aussi pour nos invités, que si on le dit, on le fait. Hein. Bah écoute, ouais, une petite balade littéraire, pourquoi pas, ouais. Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, merci à toi. Donc, ce que je te propose maintenant, et je sais qu'elle meurt d'impatience de nous rejoindre, c'est Séraphine Martin. Commissaire Martin pour les intimes. Tout de suite, Séraphine. Commissaire Séraphine Martin. Non, c'est pas commissaire Martin d'abord, c'est inspecteur Gadget, ok? Ah oui, ok, ouais. Ouais, ça fait moins sérieux de suite, hein. Ouais, Bah oui. Ouais. Bah, où veux-tu être sérieux? Regarde, on parle sérieux depuis 1 heure et dès que Séraphine arrive, ça y est, ça part en éclat de rire. Justement, Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 1h03 d'émission? Ben, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est que derrière ce sourire, il y a une grande psychologie, une grande spiritualité aussi, et une émotion et sensibilité, et ça s'est encore plus senti. Et j'aime beaucoup ce rire aussi un peu de façade du « ouh, je suis touchée, je suis piquée, alors je vais rire ». J'adore. Je le connais celui-là. Oui. Eh bien, écoutez, en tout cas, effectivement, maintenant, ça va être le portrait de Séraphine ou le divan pour ceux qui connaissent. Donc là, effectivement, Nicolas, tu vas passer sur le grill, comme on dit, hein, reprenons les termes de cette émission, où là, effectivement, Ok. tu te disais que nos internautes ce soir posaient des questions un petit peu très, très complexes. Je te laisse justement en toute confiance avec Séraphine. C'est le docteur Séraphine, alors, c'est ça? C'est Tu vois, ça, voilà. Ok. Allez, avec Sonia en part en coulisses, on vous laisse tous les deux, mais rassurez-vous, on n'est jamais très loin. Si elle t'embête, tu me dis. À tout à l'heure. Ok. Non, c'est pas pointu, c'est vrai que ça va être un petit peu plus profond parce qu'il y a tellement de choses qui sont touchantes chez toi que du coup j'ai effectivement envie d'aller un petit peu fouiller là-dedans. Et Ouais. dans ce que tu dis, enfin l'hypersensibilité, en plus effectivement pour un homme, c'est quelque chose qui est fort, mais qui est lourd, c'est-à-dire qui est sublime autant qu'il est pesant. Donc voilà, c'est ce côté-là, c'est comment t'en as fait une force, parce que c'est clairement ce que t'as fait. Donc c'est ça que j'ai envie de comprendre. Et en fait déjà concrètement, toujours juste pour commencer, c'est vrai que du coup, toi t'es artiste clairement par le graphisme d'abord, puis ensuite par la plume. Et du coup voilà, comment t'es passé du crayon à la plume, ça tu l'as expliqué, mais comment tu as changé d'un ressenti visuel pur, c'est-à-dire dessiner un personnage ou dessiner une idée, à le décrire. Comment tu as géré la bascule entre c'est facile finalement parce que je le représente, à je l'imagine et je le donne et je le laisse à penser. Comment tu as fait? Écoute, moi j'aurais envie de te répondre. En fait, actuellement, là, je travaille sur mon 3e manuscrit. Et il y a un chapitre en fait que j'ai intitulé « L'ingrédient secret, c'est toujours l'amour ». En fait, je pense que naturellement, j'aime tellement les mots, j'aime tellement la musique des mots. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours baigné là-dedans, hein, dans les bouquins, dans la littérature, que en fait, finalement, les images que j'avais en tête, que j'ai en tête quand je dessine,
je les ai aussi en tête quand j'écris des histoires, et je pense que la charnière, en fait, c'est vraiment ça, c'est cette espèce de pied intersidéral de pouvoir utiliser la langue française, tu vois, comme j'ai envie, parce que quand on écrit un roman, c'est sa propre histoire, c'est voilà, on se pose quand même certaines contraintes, on va dire pratiques, pour pas que ça fasse 12 000 pages, pour que les gens ne s'ennuient pas, etc., etc. Mais dans ce petit cadre-là, il y a quand même une latitude extraordinaire, et vraiment, ouais, moi, c'est l'amour du vocabulaire, c'est l'amour de la musique des mots qui me porte, quoi. Et surtout, en fait, ouais, la bascule aussi, elle a été dans le fait que quand ton outil, en fait, c'est de faire des tableaux, de produire des images, de produire des films même, c'est un travail qui est extrêmement fastidieux quand tu veux représenter une histoire, un décor, des personnages. Alors que avec l'écriture, en une phrase, tu peux emmener quelqu'un à l'autre bout de la galaxie, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est en fait, on a découvert, on a fabriqué au fil de l'histoire de l'humanité, en fait, on a fabriqué un outil qui nous permet, en alignant 4 sons, je peux mettre dans ta tête, il était une fois une famille d'hommes bleus sur une planète rouge à des millions d'années-lumière de la Terre, et en fait, tu y es déjà, tu vois. Je suis déjà dans le dessin. Le dessin, je le vois déjà. Oui. Tu vois, donc l'image, ça, en fait, ça c'est un espèce de super pouvoir, quoi. Donc, moi, voilà, cette possibilité-là, je la trouve, elle est infinie. Et puis c'est un pied monumental d'avoir la liberté de pouvoir le faire, quoi. C'est vraiment génial. Et ce super pouvoir, à quel moment il a arrêté justement d'être super pénible? Tu parles de l'hypersensibilité, c'est ça? Est-ce qu'il a vraiment arrêté voilà, là, c'est le moment où je commence à me dandiner sur ma chaise parce que je suis mal à l'aise. Yes. Oh putain. Bon, j'ai oublié un truc sur le feu, je reviens. Hein. Il l'a fait. Non, en fait, ça n'arrête jamais d'être ça. Ça n'arrête jamais d'être l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est des fois, tu as envie de péter les plombs parce qu'il y a quelqu'un qui piaffe à côté de toi ou parce que le bruit des freins du métro, tu as l'impression que ça va te faire éclater les tympans. En fait, faut se dire que c'est les mêmes informations que tout le monde reçoit, visuelles, auditives, etc. Mais on les perçoit avec une intensité fois 10 000, fois 100 000, fois 1 million. Et ça ne s'éteint jamais. Donc, en fait, le chemin, c'est juste dire, voilà, moi, je suis arrivé avec ça. Qu'est-ce que j'en fais, en fait? Qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Est-ce que je le subis? Ou est-ce que je le choisis? Et en fait, c'est juste, l'accepter. Et c'est là où, effectivement, tu prends conscience que c'est un méga super pouvoir parce qu'il te permet de faire des choses, de t'éclater dans des domaines, voilà, où la sensibilité, en fait, elle est vraiment utile, comme tout ce qui est un peu artistique, voilà, que ce soit le graphisme, l'écriture, etc. Et aussi dans les rapports avec les gens. Quand tu es sensible, voilà, c'est une espèce de radar. Les gens, tu les vois arriver à des kilomètres. Quand je rentre dans une pièce, je peux te dire, lui, il est stressé, eux deux, ils viennent de se disputer, lui, il est content. Lui, il est introverti, il a vraiment pas envie qu'on vienne lui parler, etc. En fait, c'est ressentir en permanence toutes ces émanations et c'est pas simple à gérer. Il y a des jours où ça va être, voilà, ça va être facile à vivre. Et il y a des jours où, ouais, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça s'arrête vraiment jamais. Mais par contre, le chemin, il devient vraiment intéressant quand voilà, ce sac à dos, t'arrêtes de le porter sur le dos et que t'en fais autre chose, quoi. Quand tu l'acceptes et quand tu... C'est pour ça que ma question, en fait, c'était justement à quel moment, à quel âge, à quelle occasion tu t'es rendu compte ou tu as décidé ou que c'était, voilà, que finalement c'était une sacrée force, parce que les hypersensibles, je sais qu'il y en a forcément pas mal dans les artistes, donc pas mal dans les gens qui nous regardent, et c'est difficile d'en parler simplement de l'hypersensibilité, et on l'a tous vécu comme une difficulté en étant enfant, voire adolescent, et il y a un moment où il y a une bascule qui se fait entre l'adolescence et très souvent la crise de la quarantaine, voire de la cinquantaine malheureusement, mais il y a toujours un moment
où ça devient difficile, donc on cherche à en faire une force. Moi, j'aimerais savoir, toi qui es dans l'art en plus, donc qui était forcément tout le temps confronté finalement, en bien comme en mal, à cette force, à quel moment tu as compris que tu voulais plus que ce soit un poids et que finalement, waouh, c'était un truc d'enfer ce truc, quoi. À quel moment tu as compris que c'était une force? Et j'ai envie, parce que tu as une façon tellement simple et tellement jolie, imagée et simple de parler des choses, que j'ai envie que les gens qui se posent encore cette question, bah oui, c'est bien joli, mais comment on fait pour en faire une force? J'ai l'impression que toi, tu es capable de leur expliquer simplement, en fait. Oui. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on vient incarner cette vie, c'est-à-dire vraiment du latin, la carne, quoi, hein, venir dans la chair. Quand on vient vraiment incarner cette vie, quand ce qui fait ce qu'on est vient donner vie à ce corps, moi j'ai la profonde conviction aujourd'hui qu'on ne vient pas simplement traverser la vie comme ça, vivre des histoires, avoir un métier, apprendre un métier, vivre des drames, etc. En fait, on vient ici pour se transformer, en fait, pour se transcender, pour déjà faire un état des lieux, dire bon ben voilà, moi je suis arrivé avec ça, ça et ça. En plus, il me tombe ça sur le coin de la gueule. Finalement, est-ce que je vais laisser ces choses-là me définir, ou alors est-ce que moi aujourd'hui je choisis d'en faire une force? Et en fait, finalement, cette bascule, elle se fait quand on commence à travailler sur soi, en fait, vraiment en profondeur et avec beaucoup d'honnêteté. Parce que travailler sur soi, ça veut dire se regarder avec tous ses travers, avec parfois les reproches qu'on peut nous faire, les choses qui nous handicapent, parce qu'on est souvent notre pire ennemi. On se met souvent soi-même des bâtons dans les roues. Et en fait, c'est vraiment simplement, à un moment donné, arrêter de courir, s'arrêter au bord du chemin et regarder avec beaucoup d'honnêteté en fait ce bagage-là et dire ok, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux le transformer, et puis même qui peut m'aider aussi, parce que c'est jamais un chemin qu'on fait tout seul. En fait, l'être humain, c'est un animal qui est profondément social, et à travers la synergie qu'on va pouvoir trouver au gré des rencontres, des gens qu'on va pouvoir peut-être aller consulter aussi, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont juste hallucinants, on va petit à petit venir, comme je le disais tout à l'heure, éplucher cet oignon et aller à la rencontre vraiment de cette personne-là. Mais qui je suis au fond, en fait, qu'est-ce que je suis venu foutre ici, quoi? Est-ce que je vais le subir ça toute ma vie, ou est-ce que je décide vraiment d'en faire quelque chose? Et donc voilà, moi cette transition, elle s'est faite alors progressivement au début, et puis il y a eu une vraie bascule. Tu l'as judicieusement nommé. Alors moi, j'appelle pas ça la crise de la quarantaine. Moi, j'appellerais ça plutôt la transition du milieu de la vie. C'est-à-dire ce moment où finalement, tu as fait un petit bout de chemin, tu vois, tu as eu plus ou moins des longues histoires, tu as eu un enfant, tu as eu, ton travail est bien en place, tu as une maison, c'est bon, tu vois, le crédit est en cours, ta bagnole, elle roule bien. Globalement, ça va à peu près. Et du coup, là, tu commences à avoir du temps pour te dire, bon, est-ce que les casseroles que je me trimballe là maintenant depuis 40 balais, est-ce que je vais continuer à les traîner, ou je vais aller regarder ce qu'il y a dedans? Est-ce que finalement je vais aller à la rencontre de qui je suis au fond? Et donc c'est vraiment pendant cette transition là où il y a eu cette prise de conscience que après je ne suis pas que ça évidemment, mais comme tu parlais de ça, l'hypersensibilité. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, bon, finalement, qu'est-ce que ça m'a permis de faire dans ma vie? De quelle manière ça m'a impacté, positivement, négativement, etc. Et petit à petit, en fait, c'est en s'appropriant vraiment tout ça que, ça devient quelque chose, en fait, on l'incarne de manière plus naturelle, en fait. Et on le subit beaucoup moins. Alors après, je dis pas, il n'y a pas de formule magique, hein, mais je dirais qu'à partir du moment où on a l'honnêteté de regarder à l'intérieur ce qui se passe, et qu'on va travailler dessus, en fait, non seulement il y a une part du chemin vraiment chouette qui est faite, mais surtout il se passe des trucs extraordinaires après dans la vie. Parce que ça va venir débloquer plein de choses, et voilà. C'est ça que j'avais envie que tu partages, parce que je sentais qu'il y avait cette capacité d'en parler très honnêtement, mais très joliment.
Mm. Tu vois, c'est comment par une quelque part simple mise au point, on se dit bon, ok, j'en suis où, je suis qui, je veux quoi, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux. Et en fait, ça m'est venu aussi par rapport à l'image que tu disais tout à l'heure, où pour la méditation, ben en fait, waouh, ça va à 5000, bah ouais, ben justement, regarde le cheval courir. Mm. Juste, dis-toi, tiens, il y a un cheval qui court. Déjà, rien que ça, c'est de la méditation. Ça te permet de sortir de ce que tu penses. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, je trouve que tu poses des petites pièces, justement, sur le être soi, sur le avancer vers soi. Tu poses des petits cailloux depuis tout à l'heure. J'avais envie que tu me le résumes et c'est très bien fait. Et du coup, une petite question un peu plus légère, c'est du coup le toi intérieur, le soi, l'enfant intérieur. Quel âge il a? Décris-le-moi. Celui que tu as été chercher, celui que tu as trouvé. Ah, eh ben Ce écoute, petit malicieux qui est là dans tes yeux. Décris-le-moi. ça va dépendre des situations. Quand je suis avec mes potes, bah, il peut avoir 20 ans, 30 ans, tu vois, voilà, c'est encore un gamin étudiant qui s'en tape du regard des autres et qui va faire n'importe quoi le temps d'une soirée, tu vois. Ou alors, quand je suis avec mon fils, bon, bah là, j'ai 12 ans, quoi. Hein, C'est bien justement de ne pas en avoir 60 et d'être hyper rigide. Et c'est bien d'en avoir 12 et de partager avec lui. C'est génial, c'est un super choix. Bah, carrément, puis surtout qu'on a vraiment cette capacité à aller chercher ça en nous, parce que cet enfant intérieur, en fait, il est toujours là. Parce que, en fait, quand tu regardes honnêtement à l'intérieur de toi, certes, voilà, tu as avancé, tu as vieilli, la casserole, elle est un peu cabossée, mais tu l'as réparée aussi par endroits, etc. Mais au fond, justement, la personne, la lumière, enfin, l'espèce d'entité qui est venue s'incarner au début, elle est toujours là, cette essence-là, c'est toujours la même, en fait. Et donc, finalement, elle a 2 ans, elle a 5 ans, elle a 50 ans, elle a 60 ans, mais c'est toujours la même. Et voilà, et je trouve que c'est chouette de temps en temps, justement, de partager ça avec d'autres personnes, parce que tu te rends compte qu'en fait, on est tous pareils à l'intérieur. Bien sûr, et qu'on est nombreux. Soit à se poser des questions, soit à avoir commencé à y répondre et avoir finalement peut-être un petit peu la pudeur de pas forcément parler. Et du coup, c'est chouette de pouvoir le faire. Et du coup, une dernière question, ce serait par rapport à Tristan. Ouais. Justement, Tristan, dont tu parles, tu y as mis forcément un petit peu de toi, tu y as mis l'envie d'aider aussi les gens vers un développement personnel au-delà vers une histoire légère, j'allais dire, mais non, elle l'est pas, mais jolie. Derrière Et du coup, j'aurais savoir pourquoi tu as choisi ce nom-là, parce que Tristan, en soi, c'est très lourd de sens. Parce que oui, ok, c'est un guerrier de l'amour. Il a tout abattu pour pouvoir retrouver son amour. Et d'ailleurs, il a fait un parcours incroyable et un parcours personnel. Mais ça finit pas forcément super bien. Donc, pourquoi tu as choisi ce prénom-là pour ton personnage que moi j'associe à quelque chose d'aussi beau qu'injuste. Ouais, je vois tout à fait. Ben moi, alors je ne suis pas forcément focalisé sur la fin tragique en fait du malheureux Tristan, mais moi ce que j'aimais en fait à travers ce patronyme, c'est le côté romanesque en fait. Si tu veux, moi j'ai commencé à construire ce personnage avec en tête je ne sais pas si tu connais ce tableau. C'est un tableau, une peinture vraiment mais ultra symbolique de la période romantique des peintres allemands. Je crois que c'est Caspar David Friedrich. Le tableau s'appelle Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages. Et c'est un tableau en fait sur lequel je suis tombé quand j'ai visité un musée dans la ville allemande de Hambourg, et qui est vraiment un tableau magnifique, quoi. C'est vraiment l'image parfaite du héros romantique, un peu comme je l'ai représenté sur la couverture du livre, où tu as un personnage de dos qui contemple en fait un paysage, et voilà, et tu sens qu'il y a déjà du vécu derrière, mais qu'en même temps, il va vers quelque chose vers l'aventure, en fait, vers une aventure épique, avec plein de rebondissements, etc. Et donc, le côté un peu tragique du prénom, moi, je l'ai compensé justement sur la couverture, on voit qu'il va vers la lumière, en fait. Il se dirige vraiment vers la lumière, vers quelque chose, en fait,
qui va éclairer son chemin et qui va vraiment éclairer l'intérieur. Mais sinon, voilà, pour répondre brièvement à la question, en tout cas, c'était vraiment le côté, toute l'aura romanesque autour du prénom et la sonorité aussi que je trouvais très belle, qui me parlait en fait. C'est venu spontanément, mais avec un peu ce bagage-là, quoi. Oui. La suite, on retrouve Tristan. Dans le tome 2 ? Ensuite, oui. Ah, suspense. Alors, oui, en fait, donc j'avais envie, si tu veux, de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que, dans un premier temps, Tristan, il va faire des rencontres. Il va surtout aller à la rencontre de questionnements intérieurs. Il va faire des découvertes plus ou moins spirituelles. Et donc, j'avais envie de le faire passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à un âge beaucoup plus adulte, avec des problématiques plus profondes et surtout explorer en fait un côté un peu plus sombre de sa personnalité. Parce que dans le premier temps, on a ce côté que malheureusement j'incarne assez bien. Je trouve le côté un peu candide et naïf, tu vois. Bisounours. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, j'avais envie, oui, du coup, de le mettre face à des problématiques un peu plus adultes, sur des termes un peu plus longs, pas forcément en fait, une quête de plusieurs mois, mais au contraire sur plusieurs années. Au tout début du premier tome, en fait, on fait la connaissance de ses filles. Ben voilà, j'avais envie d'expliquer comment elles arrivent dans sa vie, en fait, qui c'est ces gamines, quelles relations il commence à fabriquer avec elles, etc., etc. Et donc voilà, et puis il y avait surtout encore beaucoup de thématiques que je voulais aborder, des choses encore plus qui vont un petit peu plus loin dans le côté, alors pas forcément ésotérique, mais plutôt spirituel ou questionnement métaphysique en fait. Tu vois, voilà un peu ce que je disais tout à l'heure quand toutes les choses matérielles un peu dans ta vie elles sont de côté. On va dire ces choses un peu plus intangibles sur lesquelles tu peux te pencher. Sur finalement, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Je veux dire, c'est bien beau d'avoir des histoires d'amour extraordinaires, de faire des voyages, mais qui on est au fond ? Qu'est-ce qu'on est ? C'est quoi cette énergie en fait qui vient s'incarner là ? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça ? Est-ce que c'est juste le hasard, le fruit d'un hasard absolument extraordinaire ? Or, en fait, si tu commences à te pencher un peu sur la question, tu te rends compte qu'en fait, par exemple, toutes les conditions qui ont été réunies pour que le Big Bang ait lieu à l'origine de l'univers, en fait, mais la probabilité, elle était tellement faible que ça reviendrait, si tu veux, à tirer une flèche, par exemple, sur la planète Mars, et qu'elle atteigne une cible en son plein centre. Donc, tu imagines le degré de probabilité. Et donc là, tu te rends compte, quand tu commences un peu à aligner les trucs comme ça, tu te dis, ah oui, effectivement, le mot hasard, il est peut-être un peu galvaudé, et il y a peut-être quelque chose de vachement intéressant à creuser là derrière. Donc voilà, c'est un peu la suite de tout ça, mais voilà, avec un côté, une autre forme de quête, la découverte, en fait, simplement aussi de la vie d'adulte, en fait, du passage des études à, comme je le dis dans le 4e de couverture, construire une forteresse, un château, ou alors une jolie cabane au bord d'un ruisseau, mais finalement, pas après pas, en fait, construire son bonheur, en fait, puisque c'est... Au bout du chemin, il n'y a que ça qui reste. Voilà, le jour où on s'éteint, t'as beau avoir eu des maisons de folie, les plus belles bagnoles, les plus belles conquêtes, mais à la fin, au final, c'est ce qui demeure quand tu te retrouves en pyjama sur ton lit de mort, c'est quelle relation j'ai eue, de quelle manière j'ai été heureux, de quelle manière j'ai compris. J'ai été. Voilà, de quelle manière j'ai été, en fait, c'est ça, et pas qu'est-ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est un peu de cet ordre-là, quoi. Du coup, dernière question, t'as trouvé ton noyau, t'as trouvé ce qui, du coup, te fait enfin, tu vas garder ce noyau et continuer à écrire autour. Je veux dire, ça va rester ce sujet-là parce qu'il est tellement vaste et tu vas rester justement sur la recherche de soi. Ça va devenir ton sujet principal et éternel. Alors, oui et non. Je pense que c'est une question qui m'habitera jusqu'à la fin parce que j'ai des questions, tu vois, justement, sur tout ce qui est de l'ordre de l'intangible.
Mais finalement, pour l'instant, je me dis, bon, bah voilà, j'ai pas forcément envie de chercher des preuves tangibles de ce qui est intangible. Donc, je sais qu'il y a probablement des réponses que j'aurai à la fin de ma vie. Donc, c'est des questionnements qui vont m'accompagner tout du long. Mais j'ai aussi envie d'explorer d'autres univers. Parce que, alors, déjà, au bout d'un moment, sur un sujet, quand tu as longuement parlé, tu vois, quand tu l'as essoré dans tous les coins, que tu l'as abordé sur de nombreuses facettes, des fois, tu as besoin de prendre du recul, de faire autre chose. Alors, je dis pas forcément, je pense pas que je me mettrais à écrire du médiéval fantastique ou de la science-fiction, mais je pense qu'à un moment donné, ouais, j'irai explorer un peu d'autres horizons. J'ai d'ailleurs déjà sous le coude là un paquet de projets que j'ai envie de développer et qui vont. Un petit polar pour faire plaisir à Sonia. Comment ? Un petit polar pour faire plaisir à Sonia. Notamment, ouais, un thriller. Ouais. Ce sera pas tout de suite, parce que j'ai d'autres trucs que j'ai envie d'écrire avant ça. Mais voilà, donc en dehors du polar, même si ça va être un peu de la romance ou de l'aventure, etc. D'accord. Ce sera toujours teinté un petit peu quand même de cette couleur-là, de ces questionnements-là. Oui. Et peut-être pas avec autant de profondeur que j'ai pu l'aborder avec Tristan et que je continue de le faire dans le deuxième tome ou dans le troisième manuscrit sur lequel je suis en train de travailler. Mais je pense que ça m'habite tellement que ce sera difficile de ne pas mettre cette couleur-là. Voilà. Après, peut-être que si un jour j'écris un polar, un thriller ultra sanguinolent, là, il n'y aura pas du tout de questionnement métaphysique. Voilà. Parce que j'aime bien ça aussi. Mais bon. Mais merci beaucoup. C'est terrible. J'ai adoré notre échange. Merci beaucoup. Mais merci infiniment à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, tu as vu, Nicolas, c'est un Jivan, un grill assez sympathique. Ouais, ça va. Ça m'a pas trop cramé les fesses, ça va. Il manquait la petite bouteille. C'est un barbecue confort, quoi. Ouais. Et ben voilà, quand tu veux pour le vrai barbecue, en tout cas, on a passé un beau moment avec toi, on le rappelle, pour parler de ce livre Par-delà le monde, je t'aimerai. Voilà, donc vraiment, ça a été le tome 1. Vous avez eu l'occasion avec Séraphine d'en parler. Il y a le tome 2, Au-delà de nos corps, je t'aimerai. Donc, on continue à suivre les aventures de Tristan. Voilà, que j'espère que Sonia aura l'occasion de lire. Et d'ailleurs, tu reviens quand tu veux pour en parler. Puis le thriller, le polar. Sonia, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, moi j'aurais une petite question, enfin peut-être deux, ça va dépendre de la réponse de la première. Okay. Tout à l'heure tu parlais de miroir, et je voulais, si on mettait un miroir devant toi, est-ce que Tristan serait ton reflet vraiment à l'identique? Et sinon, quel morceau de Tristan aimerais-tu prendre de chez lui? Je te rassure, il y a encore 2 heures d'émission, tu prends le temps. Ah, ok, super. Est-ce que je peux aller faire une petite sieste avant de répondre Mais bien sûr, ça, on va lancer la petite page de réclame. J'ai toujours mon petit verre de tequila. Il a plus d'eau. Tout à l'heure. Non, il a plus d'eau. C'est pas de la tequila. C'est pas de l'eau, c'est de la tequila parce que je savais que ça allait être tendu. Donc, alors, je bois une petite gorgée avant de répondre. Je vous en prie. Ça me laisse le temps de rappeler que... Non, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Écoute, c'est une très bonne question. Alors là, je sèche. Franchement, je crois que j'ai pas le recul nécessaire. Je dirais peut-être... en fait, dans le récit, j'ai mis quand même une certaine liberté dans le sens où Tristan, c'est quand même quelqu'un qui écoute beaucoup son cœur. C'est-à-dire que il apprend beaucoup à mettre de côté son mental, son intellect, tu vois, qui est tout le temps en train de lui rappeler, oui, mais attention, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est pas dangereux, ça va coûter de l'argent. Mais il a tendance à quand même beaucoup écouter son cœur. Et c'est vraiment là l'essence du courage, en fait. D'ailleurs, les deux mots c'est la même étymologie, cœur et courage. Donc peut-être que si je devais piquer un truc à Tristan, ce serait de encore plus écouter mon cœur et me mettre moins de barrières psychologiques, mentales, voilà. Je pense que ça serait plus ça, en fait. Très bien. Voilà, j'ai la réponse à ma question. Je suis contente. Ouais, cool.
Écoute, mais merci beaucoup en Bravo. tout cas. Donc, s'il faut retenir une chose de ce que tu as dit avec Séraphine, c'est qu'en fin de compte, le plus important, c'est pas de se dire j'ai échoué, j'ai fait quelque chose de ma vie, c'est de se dire voilà, j'ai fait quelque chose de mon existence. Peu importe si j'ai réussi ou échoué, j'ai fait quelque chose de ma vie. C'est ça. C'est ça Bah, qu'il faut retenir. j'ai été moi avec le plus d'authenticité, le plus d'honnêteté possible et, euh, et en partageant un maximum d'amour avec bah, voilà, les proches, les moins proches. Voilà, c'est vraiment un langage universel, donc je pense que c'est, pour moi, elle est là la clé en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Mais effectivement, mais en Eh tout oui. cas. En tout cas, ton livre, en tout cas, comme le dit Laurent, belle lecture, beau livre et belle personne, talent multiple, joie et simplicité, que du bonheur, un grand merci. Et justement, il rajoute, Nicolas, la lettre de la page 101, Sonia, tu peux nous en parler si tu le souhaites, je l'ai recopiée, imprimée et encadrée et je me suis juré de la lire chaque jour. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cette lettre de la page 101? Au final, À c'est qui moi tu qui vous poses pose la colle après 2 heures d'émission. Non, mais à qui tu Ah bah, poses la qui- question donc, en fait? Ah, pardon. Bah, toi, si tu peux nous parler. D'accord, Nicolas, parce que pardon. Ouais. comme tu as dit Sonia, du coup, moi j'attendais. Ouais, Oui, vas-y, Sonia, réponds. Non, mais Sonia Bah, va Sonia, répondre. c'est pour en parler aussi. Bah, Alors justement, écoute, dites-nous. la lettre, je pense qu'il fait référence à la lettre de Baltimore, c'est ça? La lettre J'imagine. de la page 101. Laurent, si tu es. Ouais, Bon, il est pas ma toujours là, liseuse, j'imagine. Hein, si... Non, mais je pense que c'est ça. Alors en fait, c'est une lettre qui aurait été trouvée dans une église dans la ville de Baltimore en l'an 1600 et quelques. Alors après, je mets tout ça, je mets beaucoup de guillemets, parce que l'origine, en fait, on n'est pas trop sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui a écrit cette lettre, quand tu la lis, tu dis, bon, bah, c'est bon, le mec, il avait tout compris. Quand il a mis le point final, c'est bon, il pouvait mourir. Il avait tout compris. C'est vraiment un message d'une humanité et d'une sagesse extraordinaire qui tient sur un format A4. Et je comprends que Laurent ait fait ça parce que moi, effectivement, c'est quelque chose que je relis régulièrement parce que ça met les points sur les lignes. Le temps d'une page A4, tu te dis, ah ouais, ok, c'est bon, en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. En fait, le chemin, c'est le chemin. L'univers, en fait, connaît ton chemin. Tu n'as qu'à te laisser porter. Et voilà, enfin, j'invite tout le monde à. C'est hyper simple. Alors, la première chose à faire, c'est d'acheter mon livre et lire la page 101. Mais sinon, il est là, regardez, il est là. sinon, voilà, la lettre de Baltimore, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est assez connu et qui est un message d'une humanité extraordinaire et d'une grande sagesse. Et voilà, je comprends que ça allait beaucoup toucher. Voilà, moi, c'est un message que je me relis régulièrement, en fait. Mais il confirme effectivement que c'était bien cette lettre, hein, la lettre de Baltimore. Il nous confirme que c'était bien celle-là, en tout cas. Sonia, tu veux rajouter quelque chose aussi sur ce passage, cette lettre? Ça fait travailler, Oui. je trouve. Tu es à l'aise. Ça fait travailler sur soi. Oui. Voilà. Eh bien, effectivement, merci à toi. Bah, écoute, à ce moment-là, vu qu'il est pratiquement le temps de clôturer cette émission, puisque je vois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci à toi, Nicolas, d'avoir passé ce moment avec nous. On t'en rappelle, hein, tu étais avec nous pour parler de ce livre Par-delà le monde, je t'aimerai, hein, qui, on le rappelle, est le tome 1. Mais pour ceux que ça intéresse et ceux qui l'ont lu, il y a également le tome 2, hein, qui est sorti là très récemment. Au-delà du corps, je t'aimerai. Voilà, un voyage plus loin vers l'accomplissement de soi. Donc, quand tu veux, tu reviens pour nous en parler. Et puis, le polar, le thriller pour Sonia, tu reviens également quand tu veux. Hein. Ouais, ça ne sera pas avant 4 ou 5 ans, hein, mais ok, avec plaisir. Pour le polar. Il ne faut jamais dire jamais. On peut prendre rendez-vous maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que vu le planning qu'on a, vaut mieux prendre le rendez-vous maintenant, effectivement. Ah oui, hein. Sonia, juste avant de clôturer cette émission, si tu veux rajouter quelque chose sur l'ensemble de l'émission, sur ce qui a été dit, sur les questions qui ont été posées ce soir. Un très bel échange, je trouve, ce soir. Et c'est vrai que les questions ont été pertinentes. Et on a un peu plus appris sur Nicolas, mais on a appris en même temps sur nous-mêmes. Donc, voilà, c'était une belle émission. Eh ben, merci à toi, Séraphine. Ah, pareil, c'était c'était vraiment un plaisir et cette facilité en plus à en parler qui est déconcertante et ravissante en même temps.
Merci. Eh ben, merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et Nicolas, avant de rappeler rapidement l'invité qui viendra nous voir mercredi, je te laisse le mot de la fin pour les téléspectateurs, pour nos deux zigotos qui sont en dessous. Si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse la parole. Ok, bah moi déjà, je commencerai par vous remercier infiniment pour ces échanges, pour m'avoir invité. C'était vraiment extraordinaire, enfin vraiment un moment génialissime. Donc vraiment un merci du fond du cœur. Et puis bah écoute, en fait moi simplement ce que je voudrais dire et ce dont je parle dans le livre, c'est qu'en fait ce chemin vers soi-même, il est vraiment essentiel, il est vraiment important. Parce qu'en fait, c'est évoluer, progresser, se transformer, se changer soi. En fait, petit à petit, si chaque personne fait ça, en fait, au bout du compte, c'est une manière de changer le monde, en fait. Donc voilà, c'est un peu le message que je transmets à travers le livre et que je me permets de déposer là. Voilà. Et encore un immense merci à vous et puis merci à toutes les personnes qui ont posé des questions qui m'ont fait réfléchir et voilà, un immense merci. Eh ben, en tout cas, merci à toi et je confirme tous les commentaires qu'on voit. On a passé un agréable moment, on a appris un peu plus sur toi, sur ton univers et effectivement, ça a fait réfléchir. Et je rappelle effectivement qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour ce livre Par-delà le monde, je t'aimerai, qui est le tome 1 et le tome 2, Au-delà de nos corps, je t'aimerai. Dans tous les cas, Nicolas, nous aussi, on t'aimera quoi qu'il arrive en tout cas. Merci, c'est partagé. En tout cas, merci à toi. Donc, je rappelle effectivement qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux et que ce mercredi, nous recevrons Joran, chère Sonia, qui viendra nous présenter son livre Quand je serai grand aux éditions Fayard, des foyers de l'aide à l'enfance aux pompiers de Paris, vraiment. Et en plus, elle est intervenue sur Notre-Dame de Paris lors de l'incendie en avril 2019. Donc, vraiment, voilà, ça va être un très grand bonheur de la recevoir. Donc, vraiment, merci à tous de nous avoir suivis. Comme on a l'habitude de le dire dans cette émission, lisez des livres, allez voir les auteurs sur les salons, puisqu'on le voit ce soir, on fait de très belles rencontres et ça nous permet de réaliser de très belles émissions et de faire de très belles découvertes littéraires. Merci à toi, Sonia. Merci, Séraphine. Je remercie encore une fois Marie et je te remercie aussi, cher Nicolas. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye bye.